Incendie, The Spectacular Now et Vivarium, bienvenue dans le premier épisode de Random Movies. 3 filmmakers are fighting to keep cinema alive. It's so random. It's so random. 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 So random. Oh my God. I say random all the time. Are you me? Super weird. Le concept de ce tout nouvel épisode, de ce nouveau podcast, c'est que chaque membre de l'équipe va proposer un film de son choix, mais vraiment n'importe lequel. Il a carte blanche pour proposer un film et il l'impose aux deux autres. Ce film sera ensuite critiqué, discuté, il y aura peut-être des débats très passionnés, vous verrez, ce sera super. Pour ce podcast, je suis accompagnée de 3 personnes, à savoir Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. J'ai bugué sur ton prénom. Oui, ça m'a fait beaucoup de mal. On va t'appeler Seb pour le podcast Seb, si tu vas pas appelez-moi d'inconvénient. Seb s'il vous plaît, oui. Magnifique. Et Léo qui n'a pas de micro parce qu'il est ingé son et donc il ne propose aucun film. Mange tes morts Léo. Bouh. Et du coup, on va commencer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parti. Mais avant. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Une petite question avant l'entrée en matière. Seb, je te laisse la poser. Qu'est-ce que vous avez regardé cette semaine, Marjorie ? Moi, en fait, je vais tout de suite passer la parole à Mathieu puisque je n'ai rien vu de spécial à part des films pour les cours. Et tu te nommes cinéphile. Exactement. Je sais, c'est un peu un Mais blasphème. c'était quoi ces films pour les cours ? Oh mon Dieu. Brian De Palma, The Casualties of War, C'est qui très était bien, très très bon intéressant. film. Très bon film. Oui, c'est un très bon film. On n'en a pas du tout discuté en cours, mais c'était un très bon film quand même. Très bon film. certes. Pas un avis non plus extrêmement, très défini, mais c'est ça. Sean Penn me fait peur dans ce film. Il me fait peur, j'ai fait des cauchemars de Sean Penn dans ce film. Mais c'est le but, Oui. je crois. Si t'es du côté de Sean Penn, il faut aller consulter. Oui, Moi, je vais faire une remarque un peu moins adaptée, mais je le trouve très beau. Voilà, je voulais juste le placer ici. très bien. Merci. Et Mathieu, qu'est-ce que tu as vu alors cette Les semaine ? cancels déjà. Alors moi, entre la fin de semaine passée et cette semaine, j'ai vu Blonde, le dernier Andrew Dominic, que j'ai trouvé très sympa et que j'ai trouvé même pas trop long que ça, étonnamment. Et j'ai vu les 2 premiers Scream que j'avais jamais vus. Et le premier, c'est très cool. Et le deuxième, je me suis endormi au milieu. Il y a un Oui, grand parce qu'il faut changement. savoir que Mathieu a 97 ans. Voilà, il s'endort devant les films. Mais je me suis endormi parce que c'était chiant aussi. Oui, aussi. Peut-être, il y a peut-être un lien. Ok, très bien. C'est pas qu'une question d'âge. Oui, ok, oui. Hein. Et du coup, Seb, qu'est-ce que tu as vu cette semaine ? Eh bien, moi, j'ai plutôt regardé des séries. J'ai regardé quelques épisodes de It's Always Sunny in Philadelphia, qui est une incroyable série, qui est trop peu connue à mon goût. Et j'ai regardé hier le premier épisode de Dahmer, la intéressant. série sur de Jeffrey Dahmer, qui était fout les jetons, en fait. Mais c'est vraiment bien, c'est vraiment très bien réalisé, c'est très bien joué, mais ça fout les jetons et il y a vraiment une tension qui... Non, j'étais pris dedans, c'est très très bon. Alors comme ça, vous pouvez déjà voir un peu les personnalités qui se dessinent avec Mathieu qui a donc 97 ans, comme ça a déjà été dit, Oui. et Seb qui est un grand fan de sitcom, mais malheureusement, parce qu'on va pas parler de série pendant cet épisode, Et peut-être ça plus m'a tard. triste. Mais peut-être C'est une ça. fois, peut-être une fois. Random Movies, l'émission de cinéma qui ne parle que de séries avec Seb, c'est vraiment un concept incroyable qu'on a lancé. Oui. Je suis fier de nous. Peut-être peut-être bientôt. Alors on attaque maintenant avec le tout premier film qui nous est proposé par Mathieu, à savoir Incendie de Denis Villeneuve. Testament de Madame Nawal Marwan. Ouverture du testament devant ses 2 enfants, Simon Marwan et Jeanne Marwan. Tu viens d'apprendre que A, ton père est vivant, et que B, tu as un autre frère. Tu dois savoir, sinon ton esprit ne sera jamais en paix. Réalisé en 2010 et sorti la même année au Québec, qui chez nous a pas fait énormément de bruit avant une ressortie en DVD, notamment parce que Denis Villeneuve est connu surtout depuis Prisoners, donc 3 ans après, 2013, et puis après est devenu vraiment les fers de lance de la science-fiction, en tout cas occidentale, avec Premier Contact, Blade Runner 2049 et Dune, qui est sorti l'année passée, dont la partie 2 sortira en 2023 normalement, mais qui, avant de un petit peu reprendre le genre de la SF, a surtout fait des thrillers principalement québécois en l'occurrence, avec à l'époque Polytechnique et Incendie. Et le film est adapté d'une pièce de Wajdi Mouawad, qui était sortie en 2003, qui s'appelait également Incendie, et qui traitait donc de 2 jumeaux, Jeanne et Simon, qui, au début du film, se rendent chez le notaire pour lire le testament de leur mère qui vient de décéder. Leur mère est une chrétienne assez investie, on va dire, et qui a demandé dans son testament d'être enterrée face contre terre et sans pierre tombale, ce qui est le pire truc pour un chrétien.
et leur demande à dernière volonté d'aller remettre 2 lettres. Une lettre à leur frère qu'ils ne connaissaient pas et une lettre à leur père qui a disparu. Et une fois que ce sera fait, elle acceptera les funérailles en bonne et due forme. Et de là, donc, part une quête de ces enfants pour retracer un petit peu leurs origines. Et je vous laisse, du coup, me dire ce que vous avez pensé de ce film, Seb. C'était un très bon résumé du film. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, moi, je vais casser très très vite le suspense parce que clairement, c'est un très grand film, c'est un très bon film. En fait, je suis sorti un peu en croyant que j'avais plein de choses à dire. J'étais vraiment sur les motifs et en fait, je me suis rendu compte que vraiment c'était que des choses sur les motifs. Il m'a fallu vraiment du temps pour prendre quelque chose de concret. Déjà, le premier truc qui m'a marqué dans ce film, en fait, c'est vraiment genre cette réal très très sobre. C'est super épuré, des plans très épurés, des plans super longs. Et d'ailleurs, ça m'a fait un peu tilt. C'est quand même des plans très très longs, presque contemplatifs. Dès qu'on sait que Villeneuve fait Blade Runner 2049 après, je me demande s'il n'y a pas un petit foreshadowing, mais c'est peut-être moi qui m'emporte. Et du coup, justement, c'est très, 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 très épuré. Il y a une absence quasi totale de musique. Et puis en fait, ça donne une tension au film qui est continue, alors que finalement, il y a peu de tension en soi. Mais moi, j'étais pris dans le film. Vraiment, ça faisait ressortir un espèce de côté de suspense. Et puis, tout ce côté sobre, en fait, ça appuyait le côté dramatique. C'était vraiment très fort. Je sais pas si j'ai pas regardé la bonne version, mais moi j'ai une version où les parties en arabe étaient pas du tout sous-titrées. Et je trouvais ça assez intéressant parce que, en fait, ça nous enlève rien à la compréhension de l'histoire et on est pris un peu comme la fille de la mère, du coup, je me rappelle plus le nom. On est pris, un peu avec Jeanne. En fait, on essaie de prendre des bribes de compréhension un peu où on en trouve et puis finalement, on essaie de tout remettre ensemble et puis du coup, c'est parti en arabe où on comprend pas. Ça aide à ça. Et puis finalement, ça nous enlève jamais vraiment la compréhension du film où on sait où on va. Et je trouve qu'on est bien amené. Après, il y a quelques scènes qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment marqué, notamment la scène du bus, qui est vraiment, je pense, elle est sur l'affiche, la scène du bus, donc c'est clairement une grande scène. Et c'est bizarrement une des seules scènes avec de la musique. Et c'était bizarre, parce que c'était super violent, mais il y avait de la musique. Et puis, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'après, il y a directement un renversement avec une scène avec sa fille dans le bus, avec des écouteurs aussi avec de la musique. Donc j'ai trouvé cool un peu ce petit parallélisme entre les deux personnages. Donc j'ai pas beaucoup de critiques par rapport à ce film, mais j'ai quelques petites retenues. Déjà, la fin, sans vouloir la spoiler, enfin, elle m'a fait faire avoir la même réaction que Jeanne. Du coup, j'ai vraiment fait... Mais est-ce que en vrai de vrai, c'est pas un peu rocambolesque. Genre, il y a peut-être pas un petit alignement des étoiles qui fait qu'on en arrive là, à ce moment-là précis. Ça se discute clairement. J'ai trouvé ça un petit peu... Est-ce qu'il y aurait un film sinon ? J'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, Mathieu, si je peux te le dire honnêtement. Et aussi, un autre truc, mais qui est plutôt peut-être du ressentiment personnel que vraiment de la critique, mais en fait, j'ai trouvé que cette structure narrative, justement, où on est très très loin de la mer au final. On est dans des flashbacks et tout ça. En fait, j'ai trouvé que des fois, ça me distanciait émotionnellement de la mer un peu. Alors après, c'est peut-être que mon propre avis, mais des fois, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui perdaient peut-être un peu de leur force, justement, par cette distance émotionnelle. Et c'est peut-être la seule petite critique que j'ai à faire au film, mais dans l'ensemble, c'est un très grand film. Moi, je pense quand même la même chose que toi. Hein. C'est un très très bon film. Que ça fait un moment qu'il était sur ma liste de films à regarder. Et il faut savoir qu'une personne m'a notamment dit si tu ne pleures pas, tu n'as pas de cœur. Et je n'ai pas de cœur. Alors voilà, c'est un peu la question. C'est que j'étais étonnée parce que personnellement, je l'ai trouvé très poignant, mais au final, pas aussi tire-larme que je le prévoyais. Et je pensais vraiment être beaucoup plus émue, beaucoup plus dans le mal. Même toi, Mathieu, tu m'as dit que fallait être un peu pas déprimé en le regardant, autrement on avait vraiment le moral en bas. Alors ouais, je t'ai pas dit que t'allais pleurer nécessairement. Je t'ai demandé si t'avais une petite envie de te buter au moment où t'allais le voir, parce que ça allait pas aider. Ah, c'est vrai que ça aide pas. J'ai pas dit que t'allais forcément pleurer, j'ai pas pleuré devant ce film. Non, bien sûr, même au-delà de pleurer, juste ce côté en fait froid que t'as parlé de épuré, Seb, je l'ai ressenti et c'est peut-être ça qui m'a laissé un tout petit peu de marbre, où je trouve là des fois la mise en scène de Denis Villeneuve assez froide, mais moi c'est quelque chose qui me convient très bien dans Premier Contact, dans Dune ou Blade Runner. Je suis quand même un public et j'arrive à m'identifier au personnage malgré ça. Mais c'est vrai que dans un film comme Incendie, je me serais attendue à être beaucoup plus identifiée avec le personnage, beaucoup plus émotionnellement touchée et
pas plus que ça, et je pense que c'est dû à cette mise en scène-là. Moi, j'ai vraiment le sentiment de voir des plans presque documentaires qui captent comme ça la ville avec un certain recul. Je sais pas si tu as ressenti ça aussi, Seb. Ouais, il y a un peu justement ce côté, peut-être cette prise de position un peu froide par rapport à la réalité, et que tu le ressens à travers le réalisateur. Et puis effectivement, il y a une forme d'absence de musique, mais j'ai trouvé ça très bien parce que on n'est pas en train de faire jouer les violons et vouloir tirer les larmes aux spectateurs. Au contraire, on nous met devant une vraie réalité et c'est pas simple. Et quand il y a de la musique, elle dénote vraiment. Typiquement, il y a un personnage qui va écouter du Radiohead dans les ruines du Liban, enfin de certaines villes, un certain village du Liban, et ça va vraiment détonner avec ce côté présent. Elle écoute une musique assez contemporaine et puis le passé de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, la thématique du passé, de façon générale, dans le film, m'a personnellement beaucoup touchée. Le film se passe pas au Liban. C'est pas au Liban, c'est en Iran ? Non, c'est la pièce de théâtre qui se passe au Liban. Le film se passerait en Israël ou en Palestine. C'est pas jamais dit. Daresh, la ville du film, n'existe pas. Ah, ok. On voit une porte où c'est marqué Palestine. Mais même Villeneuve, c'est toi Mathieu qui m'a dit ça, que même Villeneuve avait dit que c'était pas sûr que c'était en Palestine. On place pas. Enfin, Mathieu, t'as une meilleure explication que moi pourquoi. Mais le film ne se passe pas au Liban comparé à la pièce de théâtre. Ok. Alors merci de la précision. Mais oui, il y a une thématique qui est vraiment intéressante, c'est l'importance du passé en fait et de sa famille. Moi, il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée, c'est un personnage qui va dire à un moment donné « La mort ne signe jamais la fin d'une histoire ». Je trouvais que c'est très joli en fait. T'as beau ne plus exister, tu laisses une certaine trace aux gens, aux vivants, et qui sont obligés de replonger dans ce passé pour eux-mêmes savoir où ils vont. Donc vraiment un film avec des thématiques super intéressantes et un traitement de personnage aussi, je trouve très fin, notamment au niveau du frère, on peut penser que ce sera un antagoniste au début du film, puisque c'est celui qui est réticent en fait à remonter dans le passé de sa mère. Et je me suis dit, ok, ça va être celui qui va téléphoner pour dire à sa sœur de rentrer, qui va constamment être un obstacle. En fait, pas du tout. Bien au contraire, il est certes un petit peu réticent au début, et puis il va accepter en fait cette quête. Et je trouve ça assez intelligemment amené. Donc, très belle surprise. Vraiment très, très bon film. Merci de cette proposition, Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Mais avec grand plaisir. Je vous rappelle que je n'ai pas fait ce film. C'est pas toi, Villeneuve. C'est vraiment excellent. C'est pas toi, Villeneuve. Et non. Il avait un masque depuis le début. Donc, non, moi j'ai fait que le proposer. Avant de vous parler un tout petit peu du film, je reviens juste sur la question effectivement du frère. C'est assez rare les fratries au cinéma où les enfants s'entendent après une vingtaine d'années. Généralement, du moment qu'on présente des frères et des sœurs à l'écran, ils sont toujours en train de s'engueuler. Ils ont toujours un secret familial, ils ont toujours un truc. Il y en a un où la mère, elle le préfère à l'autre. Et généralement, c'est des drames chiants. Et là, c'est pas du tout le cas. Il y avait ça également dans Tout le monde aime Jeanne, qui est sorti il y a très peu de temps. Ah oui, avec Blanche Gardin. Où pareil, elle a une quarantaine d'années, elle est avec son frère. Et c'est une relation où ils s'entendent bien. Et c'est très rare, finalement, les frères et sœurs qui s'entendent bien au cinéma. Donc c'est aussi une des bonnes surprises du film. Ah oui, vraiment. Tout à fait. Oui. Du coup, moi, personnellement, j'avais découvert Incendie il y a une petite dizaine d'années maintenant. C'est un collègue qui me l'avait proposé parce qu'on avait parlé de Prisoners. Il m'a dit « Ah, mais il faudrait que tu vois ce qu'il a fait avant ». Et il m'avait passé le film. Et du coup, j'ai pris un parpaing dans la gueule à l'époque aussi. Très belle expression. N'est-ce pas Mais vraiment un parpaing. Vraiment, je marchais et il m'est tombé dessus. Ouais. Et du coup, la question que je me suis posée, étant donné que c'est quand même un film à twist, c'est est-ce qu'un film dont tu connais le twist a de l'intérêt à être revu, même 10 ans après ? Parce qu'il y a des films où le twist peut te remettre en cause tout le film. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment une simple révélation finale. Si tu le revois, ce qui m'a été mon cas, parce que je l'ai revu pour une deuxième fois, tu n'as pas une lecture différente du film. C'est juste que tu connais la fin. Et est-ce que ça a quand même de l'intérêt ? C'était une des raisons pour lesquelles je voulais le proposer. Et en tout cas pour moi, et visiblement pour vous, enfin vous en tout cas vous l'avez apprécié, mais pour moi qui l'ai revu, ça a quand même de l'intérêt. Le film reste puissant même si tu connais le twist. La scène du bus, typiquement, moi m'a rechoqué une deuxième fois. Alors je me rappelais plus exactement à 100%, mais m'a rechoqué malgré le deuxième visionnage. Donc il y avait ça qui m'intéressait dans le film. Et puis je trouve intéressant aussi de parler de la jeunesse de carrière d'un réalisateur qui maintenant est un peu dans le haut de la vague. Dire en vent de poupe. Et un petit peu en vent de poupe, effectivement. Oui, si on est né en 62, c'est ce qu'on pourrait dire. Ouais, tout à fait. Alors que toi, tu es né en 1917. Oui, mais super film. Oui, super film. Hein, by the way. Super film 1917. Sam Mendes, un très bon réalisateur. Et comme Denis Villeneuve, comme vous étiez en train de le dire avant cette digression. Ah oui, pardon. Denis Villeneuve. Et donc, merci Marjorie pour nous avoir remis sur les rails. Et donc, Incendie.
Incendie a gagné énormément de prix au Québec et à l'international. Il a été nommé dans énormément de catégories dans le monde. Et il a principalement marché pour la violence visuelle qu'il avait, pour le propos qu'il avait, qui était extrêmement novateur quand même pour ces années-là, pour une adaptation de théâtre qui n'était pas facile. Le film se passant sur 2 périodes temporelles, l'adaptation de théâtre est faite sur le même tableau. Donc on a à la fois l'époque de la mer qui est en train de se dérouler et l'époque des jumeaux. Et les personnages se croisent sans se parler. Donc même en termes de mise en scène théâtrale, c'était déjà assez audacieux, entre guillemets. Et Villeneuve arrive à le faire avec un montage alterné qui est assez bon en tant que tel. Il est intéressant aussi parce que le personnage du frère dont tu parlais, Simon, dans le film précédent Polytechnique qui traite d'une tuerie de masse au Québec, interprète le tueur. Donc c'est aussi très marrant de voir qu'il l'a pris à la base pour un rôle extrêmement violent, puis là on fait un frère qui est beaucoup plus en retrait, qui joue bien mais qui est beaucoup moins dans l'actif. Finalement, c'est un film de dialogue. Finalement, il n'y a pas beaucoup de scènes de... dialogue, je sais pas. Hein. Oui, mais c'est pas un film de plan, quoi. Non, mais c'est pas Jason Bourne, c'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est comme un film qui est assez, c'est une adaptation théâtrale, donc oui, bien sûr. C'est vraiment un rôle à contre-emploi qu'il a pris. Et Villeneuve donc voulait faire, parce qu'on va revenir un peu sur la question du Liban, un film qui parle de politique sans être politique. Et donc il n'a effectivement pas voulu ancrer géographiquement le film. Maintenant, il se passe pas en Palestine. Ça a été confirmé par l'équipe. Il y a le mot Palestine qui apparaît sur une fenêtre, mais c'est pas pour autant que ça s'y passe. C'est probablement le Liban et c'est tourné en Jordanie. Et c'est volontairement pas nommé, effectivement. Et par contre, Wajdi Mouawad, quand il a fait la pièce, s'était inspiré d'une histoire vraie. Il y avait une militante libanaise chrétienne orthodoxe qui est devenue communiste, Kaboulox, qui a tenté d'assassiner en 82 le chef de la milice chrétienne qui était allié à l'armée israélienne et qui occupait le sud du Liban. En dehors de ça, tout le reste est fictif. Et donc voilà, il n'a pas voulu ancrer son film dedans, mais il se passerait techniquement au Liban. Alors il y a le thème incendie. Toi tu disais que ça t'avait laissé extrêmement froide, sans jeu de mots, voilà. Mais il y a aussi la question de l'eau qui revient beaucoup. Il y a la question d'une piscine, il y a la question des jumeaux qui plongent entre guillemets un peu dans le passé. Il y a pas mal de choses qui reviennent aussi là-dessus, qui est beaucoup plus profonde que simplement juste le désert finalement du Moyen-Orient qu'on voit beaucoup. Et il y a la question aussi de la religion qui est montrée, puisqu'on présente beaucoup la religion chrétienne principalement, puisque la plupart des personnages le sont, mais on présente aussi des terroristes chrétiens, ce que on voit très peu et de mémoire quasiment pas, même au cinéma. J'ai jamais vu. Moi, sans donner de contexte, mais la scène des mecs qui sont avec une Kalachnikov en train de mitrailler des gens et il y a une photo de la Vierge Marie sur la crosse, ça m'a marqué mine de rien. Non pas parce qu'il y a un degré de violence ou autre, mais parce qu'on a une habitude de représentation des médias qui est pas celle des chrétiens qui seraient attaquants. On les voit généralement un peu en retrait. C'est vrai. Et du coup, je trouvais intéressant et quelque part fort, parce que le Canada est quand même extrêmement chrétien, de mettre ça en scène, parce qu'on pourrait enlever la partie chrétienne et le film tiendrait aussi en soi. Donc voilà. Et dernier point, le film fait 2h10 et j'ai absolument pas l'impression qu'il était long ou lent. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors que la veille, j'ai vu Don't Worry Darling qui vient de sortir d'Olivia Wilde, qui lui fait moins de 2 heures et j'ai pris de la barbe par contre. Là vraiment, tout est relatif. Ça, c'était méga long. Mais quand tu sais gérer le rythme, de toute façon, 3 heures peut passer très vite. Hein. Mais pourtant, le film est très très lent, quoi. Genre, ouais. Pourtant, c'est mais pas un ressenti de lenteur. Mais moi, je pense que c'est cette tension dont je parlais un peu avant qui fait que moi, j'étais accroché à mon siège. Enfin, j'avais peur d'un truc qui allait jamais arriver parce que je savais que ça pouvait pas arriver. Il allait se passer des folies et tout ça. Mais j'avais peur d'un truc qui allait arriver. Et, franchement, cette tension m'a maintenu. Et je pense qu'on est gentiment en train d'arriver à une partie spoiler parce que tu voulais parler de la fin, Seb. Et oui. Il y a apparemment des choses à dire. Moi aussi, j'en ai. Alors, est-ce que tu veux lancer, Léo ? Oui. Léo ? Mais le timecode. Hello, c'est Léo. Alors, avant chaque début de partie spoiler, je vais faire une interruption pour vous donner le timecode correspondant à la fin de la partie. Et là, en l'occurrence, c'est 22 minutes et 57 secondes. Donc, comme vous l'avez compris, on va essayer de coordonner un peu les deux personnes, les personnes qui veulent découvrir le film sans spoiler, parce que là, c'est quand même un film à plot twist, et les personnes qui ont déjà vu le film et qui ont envie de discuter. Et moi, cette fin, en fait, c'est un peu... En fait, ça m'a un peu... Pardon, il y a Mathieu qui est en train de cracher ses poumons à ma droite. Moi, cette fin, elle m'a un peu laissé un peu perplexe à la fin du film, alors que j'ai l'impression d'avoir vu un truc quasiment parfait. Et j'arrive à une fin où il y a un alignement des étoiles. Donc, pour résumer vite fait, donc le père et le frère, en fait, c'est la même personne. Parce que le frère, c'est celui qui a violé la mère en prison. Et donc, c'est devenu le père. Et en fait, le père, il a déménagé au Canada. Et puis, la scène de la piscine où on voit la mère...
buggé au début, c'est parce qu'elle a reconnu donc le père de ses enfants, mais aussi son fils, avec 3 points sur le pied. Et j'ai trouvé ça un peu... genre, je pense, j'ai trouvé dans un film qui avait un truc autant sobre, autant réel, autant concret, que finalement, en fait, c'était dommage de finir sur un truc qui était tellement sur un alignement des étoiles. Et en fait, juste de comprendre la fin, ça suffisait, quoi. Genre, pour moi, ils étaient déjà partis à l'étranger. Après, je pinaille un peu, mais ça m'a vraiment... pour moi, ça m'a vraiment un peu laissé perplexe à la fin. Je me suis dit, pourquoi ? Tu dis que ça manquait un peu de réalisme. Comment ça se fait qu'elle tombe pile sur cette personne, là, dans une bourgade du Canada, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est ça que tu dis? Après, je suis conscient, c'est du cinéma. Le cinéma, c'est pas censé être totalement la réalité, mais c'est vrai que dans un film avec une ambiance comme ça, je me suis dit, c'est bizarre d'être parti sur ça, quoi. Le gars, il a déménagé au Canada, quoi. Enfin, genre, eux, ils sont partis au Québec. Lui, il est parti au Québec. Il y a tout un truc où ils se rejoignent et tout. Alors, ok. C'est une voie directe Liban-Québec, on sait pas. Ah, peut-être. Il y a des échanges d'avions, je sais pas. J'ai vérifié, il y a un EasyJet qui fait Montréal. T'as vraiment vérifié? Non, EasyJet, je sais pas, ça fait pas Liban, quoi. Genre, j'ai déjà essayé. Ouais. Avant de changer de film, j'aimerais juste parce que je pense que c'est une de mes particularités en tant que membre de l'équipe. En fait, je suis prosopagnosique. C'est-à-dire que je reconnais pas les visages et du coup, ça a été très galère dans ce film de repérer quand c'était le moment de la fille et quand c'était le moment de la mère. Donc on dépasse un peu là, donc on va directement passer au prochain film, mais voilà, je vous l'annonce. Oui, j'avais juste un tout petit truc à dire pour cette histoire. C'est une adaptation de pièce, donc du coup, on peut reprocher au film une certaine mise en scène, mais au niveau du scénario, vu qu'il colle un texte qui a déjà été écrit, je suis pas sûr qu'on puisse reprocher au film sa manière de traiter le twist. Peut-être la mise en scène, mais pas forcément le fond. Oui, mais j'ai pas regardé la pièce. Il y a ce plot twist dans la pièce. Ouais, c'est adapté pareil. Alors, moi, j'ai pas regardé la pièce, mais donc moi, je m'intéresse à l'œuvre que je vois en face de moi, et du coup, la critique vient directement à l'œuvre. Alors, après, d'où ça vient, ça se tient. Moi, je suis par rapport à l'œuvre, et c'est pas la première fois qu'on verrait un film changer la fin d'une pièce, quoi. C'est pas... Ouais. Mais alors, moi qui ne suis pas prosopagnosique, j'ai aussi eu de la peine avec ce plot twist parce que je trouve le visage du gars, première fois qu'il apparaît quand il s'apprête à torturer la femme, ce n'est pas autant montré que ça. Donc il faut se rappeler de son visage, et quand on le revoit à la toute fin, en plus il a un petit peu changé, il a les cheveux plus longs. Donc c'est vrai que il faut pouvoir faire ce lien-là. Je sais pas si vous l'avez fait du premier coup. Moi, comme je regardais en streaming, forcément, je peux revenir en arrière. Je me confesse, j'avoue que je l'ai fait. Parce que c'est très mal. Tu vas finir en prison. C'est très mal. Surtout qu'en plus, tu vois juste après les enfants qui réagissent et qui ont l'air vraiment choqués. Tu dis, oh, il vient de se passer un truc super grave, et je crois que je suis passée à côté de quelque chose. Je saisissais la gravité de l'enjeu, mais j'ai dû revenir en arrière juste pour voir. Parce que, effectivement, le moment où elle s'apprête à se faire violer, abuser, il y a vraiment des plans sur son visage, et je trouve... c'est vraiment subtil. Il faut pouvoir voir ce visage de ce gars, s'en rappeler et puis faire le lien à la fin. C'est pas simple. Je pense que c'est vrai. Par contre, aussi, ce que je pense, c'est que cette partie spoiler dure beaucoup trop longtemps. Et je vois Léo en train de s'impatienter. C'est ce que je me disais. Alors, est-ce qu'on fermerait pas cette parenthèse spoiler ? Fermons la parenthèse spoiler à partir de maintenant. Merci. Et donc, je m'excuse d'avoir dû vous demander un film qui demandait de la réflexion où vous deviez apparemment repérer les acteurs. Je suis navré. Donc, toi, effectivement, t'es prosopagnosique pour les gens qui n'étaient pas dans la partie spoiler, donc tu ne reconnais pas les visages. Exactement. Donc, toi, je peux tout à fait le comprendre. Marjorie, je suis désolé que tu aies du coup repéré les acteurs. Mais il y a des films qui demandent beaucoup moins d'attention. Et on va passer, je crois, à Spectacular Now. T'es vraiment... Alors, de tous les pires, t'es le roi. Voilà, merci. Alors, ça donne la couleur. Je suis au moins roi de quelque chose. Oui, exactement. Je crois que Mathieu a adoré. Des merdes. On est tout de suite parti pour le deuxième film proposé par Seb, à savoir The Spectacular Now. Hey. Hey. Who the hell am I? Do you live around here, Sutter? How do you know my name? You go to the same school. I'm Amy. Exactement. Donc, The Spectacular Now, je vous fais un résumé vite fait de l'histoire. Donc, suite à une rupture avec sa copine, Sutter Kelly, un jeune homme populaire de 18 ans, va boire un verre jusqu'à outrance dans un bar. Il se fait réveiller dans le jardin d'un inconnu par Amy, 17 ans, qui entame sa tournée quotidienne de distribution de journaux. Malgré leurs différences, une romance va s'établir entre les deux protagonistes. Donc, le film date de 2013. Il est réalisé par James Ponsoldt,
qui est quand même, il n'est pas très, très connu, enfin, par de nom. Il est quand même passé par Yale Université et la Columbia. Donc, il a quand même un petit parcours universitaire assez sympa. Et donc, c'est son 3e long métrage. L'autre film qui fait un peu parler de son nom, c'est The Circle, avec Tom Hanks et puis Emma Watson, qui est sorti 4 ans plus tard, dont je ne parlerai pas car je ne l'ai pas vu. Et je n'ai vu aucun de ses autres films. Et qui n'est pas très bien, soit dit en passant. Ah, merci. Merci pour cet apport. Du coup, qui n'est pas très bien. Il a aussi réalisé, donc on vous a parlé au début d'épisode que j'aimais bien les séries, donc il a aussi réalisé quelques épisodes de séries, par exemple un épisode de Shameless en 2014, qui est l'épisode Iron City. Si vous n'avez pas vu Shameless US, c'est super bien, il faut aller voir. Et les 2 premiers épisodes de Master of None en 2015 avec Aziz Ansari, qui était aussi une série qui, à l'époque, m'avait beaucoup marqué. Alors, honnêtement, je ne l'ai pas revu depuis des années, donc je ne pourrais pas donner un avis critique dessus, mais en tout cas, il y a quelques années, ça m'a beaucoup marqué. Petite fun fact sur le film, les 2 scénaristes de ce film sont Neustadter et Weber, qui sont les scénaristes de 500 Days of Summer avec Zooey Deschanel et Joseph Gordon-Levitt. Et donc, la Fox, en fait, décide de prendre ces 2 scénaristes pour adapter, à la base, Spectacular Now, c'est une adaptation du roman de Tim Thorpe, que je n'ai pas lu. Et donc, ils prennent ces 2 scénaristes pour adapter ce roman, et ils décident aussi de prendre le même réalisateur que 500 Days of Summer, qui est Mark Webb. Et Mark Webb refuse pour prendre quel film? Attention, est-ce que quelqu'un a une idée de quel film prend Mark Webb dans ces années-là? Spider-Man. The Amazing Spider-Man. Ouais. Il prend. Et alors Mais c'était pour la blague parce qu'il s'appelle Webb. Oui. Et du coup, voilà, je pense que c'était un meilleur choix de carrière. Alors ta blague, elle est autant éclatée que The Amazing Spider-Man. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que Shailene Woodley, qui joue Amy dans le film, avait à la base été prise pour jouer Mary Jane dans The Amazing Spider-Man 2, sauf erreur. Et en fait, ces scènes, elles ont été coupées au montage parce qu'on disait que c'était pas très important d'avoir. Ça en aurait sûrement fait un meilleur film. Hein. Ah, ça, bah oui, il y a tout qui aurait fait un meilleur film que Amazing Spider-Man, surtout le 2. Le 2 était horrible. Et donc voilà, donc comme j'ai déjà un peu dit, il y a 2 acteurs, Miles Teller et Shailene Woodley. Donc Miles Teller qui est connu notamment pour sa performance dans Whiplash, qui a joué quelques comédies romantiques, Two Night Stands avec Anna Tipton et je sais plus le film je sais plus comment s'appelle le film avec Michael B. Jordan et puis Zac Efron, mais qui était That Awkward Moment. Exactement, merci beaucoup. Projet X. Il a aussi été connu dans Projet X où il joue un tout petit rôle, mais bon, tellement. On va revenir sur Projet X de petites secondes après. Ouais. Il est surtout dans Top Gun 2 là très récemment. Et ben tu me coupes l'herbe sous le pied, donc plus récemment il est dans Top Gun 2 où il s'est fait une jolie petite moustache et je le trouve très très séduisant. Mais avant de vous dire pourquoi j'ai choisi ce film, je donne la parole à Marjorie. Alors, The Spectacular Now est donc, comme tu l'as dit, une comédie romantique de teenagers, on peut dire ça. Hein. Ouais. Comédie romantique. Et moi, ce n'est pas forcément mon genre de prédilection. J'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Et dès les premières minutes, je me dis, ok, je crois que je vois où le film va me mener. Je pense, je vais pas me faire avoir. Je pense voir où ça va aller. Donc, on a un personnage qui est en surconfiance, qui est en couple avec une jeune nana magnifique. Il se quitte et du coup, il va dévergonder la deuxième figure féminine qui est toute innocente et toute candide, si je peux dire. J'adore tes choix de mots. C'est beau, hein. Merci. On voit que je suis en lettres. Merci. Voilà, exactement. Et au final, le film parvient à me surprendre. Et ça, vraiment, contre toute attente, j'ai passé un très bon moment. Je vais pas le nier. Je vois déjà Mathieu qui me lance des éclairs. Non, ça va. Non, moi je lis mon texte. Hein. Bon, ok. Il s'apprête à lancer une bombe. Mais non, moi j'ai passé un très bon moment. Je trouve le film très rythmé. Pas long du tout. Alors c'est bizarre de commencer comme ça, comme premier point positif, ça passe très vite. Mais c'est vrai, je trouve le film très rythmé, alors que pourtant on a plusieurs plans longs. Le film n'a pas du tout peur de laisser durer ses plans, de laisser les acteurs interagir entre eux. Ça donne lieu à du très beau jeu d'acteurs. Miles Teller, mon amour, et Shailene Woodley, que j'aime beaucoup aussi, qui jouent ensemble dans Divergente des ennemis et qui là sont amoureux l'un de l'autre. Alors ça me fait très plaisir de voir ça. Et non, vraiment agréablement surprise. Je trouve les thématiques aussi qui sont abordées avec pas mal de pudeur. Il y a certainement aussi quelques clichés, quelques caricatures de personnages. Je l'ai dit avant, le personnage de la fille toute innocente qu'on va dévergonder, bon, et qui finit mieux que ce que je m'attendais quand même. Je pensais qu'elle allait vraiment prendre la place du personnage masculin principal. Et c'est
pas vraiment ce qui se passe. Mais on sent quand même une vraie déchéance de son côté comparé à l'autre figure féminine qui s'améliore un petit peu au fil du film. Et d'ailleurs, je trouve aussi ce personnage très intéressant parce que c'est pas du tout la connasse antagoniste non plus qu'on pourrait croire. Et je me rends compte en disant ça que je dis la même chose d'Incendie. Donc vraiment, je m'attends trop à voir des personnages insupportables. Et à chaque fois, je suis surprise que ce soit plutôt des bons personnages bien écrits. Mais je trouvais l'ex-copine, voilà. Ah, le personnage joué par Brie Larson d'ailleurs. Très bon cast dans Spectacular Now. Ah vraiment, Brie Brie Larson, Larson. Bob Odenkirk. Marie-Elisabeth, j'ai oublié son nom de famille là. Oui. Merci beaucoup. Ils m'aident beaucoup, Mathieu. Mathieu, il a un ordinateur devant lui. C'est vrai. J'ai perdu mon ordinateur cette semaine. Tu veux expliquer comment tu l'as perdu, juste petite parenthèse? Alors, n'essayez jamais de nettoyer votre ordinateur en appliquant directement le produit dessus, ça le défonce. Voilà. Autrement, vous retrouvez avec Word qui sera en fuchsia. Exact. Je l'ai vu. Vous retrouvez-nous chaque mois pour des conseils d'entretien informatique. Non, je suis désolé, je t'ai coupé. Non, mais voilà, j'ai trouvé les personnages assez fins et les thèmes abordés avec pas mal de pudeur. Je trouve aussi assez intéressant d'aborder le sujet de l'alcoolisme chez des jeunes, parce qu'on a souvent tendance à associer cette addiction-là peut-être à, je sais pas, des personnes plus âgées, des adultes, ou qui auraient vécu des choses difficiles et qui sont dans l'alcool. Et là, on a quand même un jeune qui est constamment avec un truc à la main à boire. Enfin, il y a tout le temps dans le cadre, tout le temps, il sort, je sais pas, une espèce de petite bouteille de sa veste. Il est systématiquement en train de boire. Et clairement, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ce thème-là traité. Enfin, c'est peut-être un des premiers films que je vois avec vraiment cette problématique-là de, ok, ben... Puis d'une manière assez subtile aussi, enfin, on le voit avec son truc de liqueur, enfin mais aussi souvent avec un gobelet c'est ça. qu'on comprend être de l'alcool. C'est subtil, on le voit quand même bien, hein, ça prend une grande place, mais par contre c'est pas trop verbalisé. Ça j'ai trouvé très bien aussi, c'est que c'est pas tu devrais arrêter de boire, tu sais, il y a pas alors 15 000 personnages qui ne font que de le répéter. C'est quand même abordé, mais tout en finesse aussi. Donc agréablement surprise, j'ai beaucoup apprécié The Spectacular Now et je me tourne vers Mathieu qui je crois a le même avis que moi, n'est-ce pas Mathieu? Alors, c'est pas une question d'avis, c'est une question que je vais aborder les mêmes points que toi, mais pas vraiment sous le même angle. Pour commencer, je crois que vous l'avez pas dit, mais Miles Teller et Shailene Woodley ont les deux gagné un prix spécial du jury à Sundance pour leur participation, enfin leur interprétation. D'ailleurs, si je peux me permettre, les 3 premiers films de James Mangold sortent à Sundance Festival et c'est le premier film, ils gagnent les deux le prix. Ouais, parce que ça pue l'indé américain, ça c'est clair. Donc non, mais clairement. Mais non, pour revenir à leur interprétation, c'est pas volé du tout. Ils jouent les deux très très bien. L'alchimie marche très très bien entre les deux. Autant les critiques que j'ai pu voir un peu sur internet et autant la critique que moi j'en ai un peu tiré du film, c'est que c'est une comédie romantique qui est extrêmement classique, mais où on a bien traité le sujet et rajouté 2-3 petites couches qui le démarquent un petit peu du tout venant, entre guillemets. Le problème que moi j'y ai vu, c'est que ces couches, elles sont pas assez exploitées pour que ça sorte vraiment, vraiment de la masse. Dans le sens où, si on prend une comédie romantique comme Crazy Stupid Love, qui a un peu révolutionné le genre dans les années 2010, on a une thématique qui est différente, qui est traitée peut-être plus en profondeur sans qu'elle renouvelle forcément le tout, et c'est ce qui fait que le film est identifiable. Là, le souci, c'est que si on enlève Miles Teller qui boit, c'est une comédie adolescente ultra classique. Je suis absolument pas d'accord. Mais attends, laisse-moi finir mon point. Et le souci notamment, c'est le fait qu'il soit alcoolique. Comme tu disais, c'est traité avec un peu de pudeur, mais c'est aussi traité avec légèreté, dans le sens où le scénario de base, l'idée originale, c'était de le faire se battre contre un diabète, puisqu'il boit beaucoup et que, évidemment, le diabète peut venir de l'alcoolisme. Le souci, c'est qu'ils l'ont enlevé, mais ils ont quand même gardé le nombre de fois où il boit. Mais il n'y a pas de répercussion. En fait, il pourrait être accro au Sprite, ce serait la même chose. Et ils ont essayé de faire une espèce d'écart avec le personnage de Shailene Woodley, qui est très, comme tu disais, innocente, au point où quand il est avec elle la première fois puis qu'il lui propose à boire, c'est une flasque, le mot que tu cherchais, avec la petite bouteille. J'ai pas réussi à dire, j'ai dit en flash avant, c'est faux. Et quand il lui propose de l'alcool la première fois, elle a cette scène où elle dit « Ah non, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie ». Et on est à peine 4 secondes après où elle fait « Ah bah en fait, je vais reprendre ». Oui, et elle ça, j'ai pas reprend. compris. Elle a dit qu'elle a jamais bu d'alcool. Ah oui, J'ai pas ça, entendu. j'ai pas compris. Je me rappelle pas du moment où elle a dit « J'ai jamais bu de ma vie ». Ah si, ça, je suis d'accord avec Mathieu. Mais elle se fait vite embrigader. Je suis d'accord, elle se fait très très vite embrigader. comme a dit 4 Mathieu, en 4 secondes. 4 secondes, c'est pas tu fais pas embrigader en 4 Oui, secondes. non, mais hein, c'est 4 pas Daesh, secondes hein. dans l'histoire, il y a un week-end entre deux. Mec. Non, il y a littéralement peut-être 30 minutes. Non, mais même pas. Ah, j'avoue, c'est dès qu'ils voient la scène, dès qu'ils vont à côté de la rivière. C'est ce fameux plan long, ce long travelling arrière où il marche pendant 3 ou 5 minutes en plan séquence et ils discutent. Et au début, il lui tend la bouteille, elle dit « J'ai jamais bu d'alcool de ma vie, non merci ». Il lui fait « T'es sûr ?» Elle boit la bouteille, elle la descend, elle en reprend 2 fois et elle finit bourrée. C'est juste. Personne n'a jamais fait ça de sa vie. Oui, moi.
Mais Tu veux te ouais, confesser mais maintenant. Ouais, écoute, 14 ans. Ouais. est-ce que t'es vraiment une référence? Et, Non. Donc il y a ça, moi, qui me dérange un petit peu. C'est pas le fait qu'on fasse un personnage alcoolique, c'est pas le fait qu'on décide de mettre ça au second plan, c'est le fait que c'est finalement traité trop légèrement, selon moi. En fait, Miles Teller ne serait pas alcoolique, on aurait le même film. Non, non. Bah si, clairement, parce qu'on aurait les mêmes soucis dans sa vie. L'alcool ne change rien, tu vois. Ce que je veux dire, ça pourrait être un fêtard standard. Le deuxième point aussi, c'est qu'il y a un petit peu ce cliché du père qui flotte, qui est un petit peu absent, qui a abandonné la mère, dont on s'imagine que le père va pas être glorieux. Effectivement, c'est le cas. La scène est assez longue, quand même, assez lente. Et à part les faire se décentrer du point névralgique de la ville, pour après revenir avec cet accident de voiture à la fin, est-ce que vraiment ça change grand-chose d'avoir vu le père? J'aurais presque préféré que le père reste... la fin, je pense. Bah, ça change aussi toute la vision qu'on a de ce personnage, qui découvre un petit peu ses origines et qui pense qu'il agit comme ça parce que il a quelqu'un... Mais alors, pour avoir déjà vu ce genre d'idée-là dans d'autres films, je pense qu'un coup de téléphone avec le père qui le renvoie, par exemple, qui dit « Non, mais c'est un faux numéro, j'ai pas envie de toi », ça aurait suffi. Plutôt que cette scène que j'ai trouvée interminable dans le bar, où on sait que le père va l'abandonner minablement, il lui laisse la note, c'est un peu moyen. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne prestation d'acteur de Kyle Chandler. Mais c'est pas parce que c'est bien fait que c'est bien fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour toi, s'il y avait un coup de téléphone, ça aurait été moins... Non, ça aurait suffi. Moi, je pense qu'on Ça aurait suffi, mais ça aurait été beaucoup plus classique. Ouais, mais là, c'est classique aussi, c'est juste que c'est trop long. Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça change toute la fin, hein, cette vision du père. En fait, le souci principal que j'ai avec le film, que je vais essayer de résumer sans être trop pompeux, c'est que tout le film, je ne sais pas où va le scénariste, et en même temps, tout le film, je sais exactement où va le scénariste. Et c'est ce qui m'embête. C'est-à-dire que pendant 1h25, je me dis putain, mais il va où? Et en fait, tout le long, je me dis ah ouais, mais bon, c'est quand même assez classique en fait. Les seuls trucs que j'ai pas trouvé classiques et que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce que tu disais, Marjorie, c'est le personnage de Brie Larson, qui effectivement aurait pu être une pain beige cliché et qui là est extrêmement agréable et extrêmement rafraîchissant dans ce genre de comédie-là. Et le jeu des deux acteurs que je trouve très bon. Par contre, il y a un petit souci et je pense que tu vas pouvoir m'aider, Seb, c'est qu'il existe une espèce de, je pense, un métaverse, un genre de multivers un peu parallèle dont fait partie ce film et dont fait également partie Projet X, parce que pour moi, quand je l'ai vu, c'était de la SF en fait. Je pense que je sais de quoi tu parles. Est-ce que c'est Miles Teller populaire? Mais c'est Miles Teller beau gosse surtout. Oui, je suis d'accord. Je suis très d'accord avec toi, ouais. Le souci, c'est que c'est un peu comme le Rosamund Pike, tu vois, où elle joue un peu que des connasses depuis 6-7 ans. Bah là, Miles Teller, il y a une période où il jouait que des mecs beaux gosses populaires, alors qu'objectivement, c'est pas vraiment vrai. Et du coup, ça tient pas. C'est un peu un souci. Le casting... T'es dur, là. T'es dur. Non, le casting de base... Attends, arrête de rire. Le casting de base, ça devait être Saoirse Ronan. Oui, c'était Saoirse Ronan. Saoirse. Ouais, pardon. Saoirse Ronan et Nicolas Hoult. Nicolas Hoult, il était connu pour Skins, pour être un beau gosse. C'est pas que c'est forcément vrai non plus, mais par contre, l'imaginaire qu'on a du personnage marchait mieux. Là, Miles Teller et Shailene Woodley, elle joue bien parce qu'elle fait très ingénue. Lui, il fait un peu mec moyen. Dans Projet X, tu l'as compris comme un beau gosse. Mais moi, j'ai un pas compris comme un beau gosse. gosse. J'ai compris comme un beau parleur. Ça va être très différent, pareil, je pense. Beau parleur charismatique, le mec drôle Très qui fait tout le temps charismatique, rire, ouais. c'est pas du tout le BG. Non. D'ailleurs, tu vois bien, il a pas tant de potes que ça. Il a un gars perdu qu'il essaie de conseiller. Parce qu'il faut il est être pas... beau pour avoir des potes. Non, c'est pas ce que je dis. Non, C'est que mais dans il les joue films pas pour beau américains, gosse. dans ce genre-là, le Ouais. beau gosse est accompagné de sa bande de potes. Bah, je vous rappelle que la fille avec qui il se sépare au début, c'est Brie Larson. Donc, on est quand même sur un cliché de beau gosse. Oui, mais il est pas moche non Oui, mais plus. c'est pas Danny John DeVito, Cena. quoi. Genre, C'est pas John Cena. John Cena. Non, parce qu'on l'aurait pas vu. Ah oui, c'est vrai. Non. You can see me. C'est pas Michael Cera, c'est pas Jonah Hill, tu vois ce que je veux dire? Il est quand même présenté, il est pas présenté comme le loser un peu rigolo, il est quand même présenté comme peut-être le beau parleur, peut-être l'alcoolique, mais qui quand même présente bien. Mais donc ça rajoute de la complexité. Il a pas une tête Ça de rajoute loser. de la complexité. Non, c'est parce que je te Miles dis, Teller, non, mais je suis pas en train de dire qu'il a une tête de loser, je suis en train de te dire qu'il est présenté comme un putain de mannequin dans le film, et c'est pas le cas. Du tout. Ah, mais alors, moi, j'ai Alors, pas du tout Pas du ressenti tout que non ça. plus. Par contre, ce que je suis très d'accord avec toi, c'est qu'il y a un truc marrant où il a pas la tête du beau gosse standard. C'est vrai qu'il est ressorti avec, justement, 2013, c'est Projet X et Spectacular Now. Les deux sortent en 2013. C'est 2010, je crois, Projet X, Ah ouais 2011. Ouais. Bah, en tout Mais cas, c'est les mêmes c'est années, vrai ouais. qu'il a deux trucs où il est représenté comme un gars populaire. Ouais. Dans Projet X, ça fait plus ça. Mais là, Il joue le cowboy, ouais. Là, je trouve qu'il est pas présenté comme le beau gosse, il est juste présenté comme un beau parleur. Ouais, moi j'ai un peu ressenti le double effet. Beau parleur, beaucoup plus que beau gosse, mais je me répète, on aurait pu avoir Jonah Hill en beau parleur, avec encore son physique de 2013, qui est donc moins dans les standards américains, et je t'assure que l'effet aurait pas été le même à l'écran. Ok. Si tu le dis. Non, j'ai pas une parole d'évangile, mais je te le dis. Justement, moi je trouve ça intéressant. Il y a ce côté mec finalement plutôt banal en fait,
qui n'est pas non plus sur incroyable comme on nous le vend souvent. Moi, je trouve que ça rajoute une certaine Oui, forme de je trouve ça- complexité. ça rajoute Mais une fraîcheur. il est mec banal, mais pas traité comme un mec banal. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a est une pas banal, ambivalence. il est pas banal parce qu'il a ce côté tchatcher. Mais d'ailleurs, il y a Léo qui me fait des signes depuis tout à l'heure. Il va falloir qu'on avance. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais moi, je veux bien vais discuter de la beauté de Miles Teller. Mais moi, je ça me le va. trouve. Alors, est-ce que vous avez vu? Moi, j'ai pas vu Top Gun encore. Par contre, j'ai vu les extraits. Top Gun 2, c'est vachement Il mieux a que Top Gun l'air 1. super beau, mec. Non, mais Bon, c'est un détail. He's C'est un handsome. détail. He's handsome. Je mets juste un tout dernier point sur le film. C'est adapté d'un bouquin. Oui. Et le bouquin a une fin beaucoup plus sombre que j'aurais, je pense, préféré en fait voir à l'écran. À la Qui est toute fin, on va pas raconter la fin du film, mais en gros, le personnage de Shailene Woodley et celui de Miles Teller sont séparés. Et lui, en fait, la ghost complètement. Il lui promet de la retrouver, mais il bloque son numéro, il rejette ses appels, il va jamais la revoir exactement. Et finalement, il marche le long d'une route, il ouvre une bière, il s'ouvre la main en ouvrant une bière et on le voit juste marcher. Et je crois que j'aurais préféré une fin assez mélancolique comme ça, plutôt que la fin que nous présente le film qu'on ne va pas dévoiler. J'ai détesté cette fin. Donc en fait, moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce film, parce qu'en fait, je l'ai vu 2-3 fois, mais la dernière fois, ça devait être il y a 5 ans. Et en fait, c'est un film qui m'a beaucoup marqué dans une période qui pourrait être vue comme un espèce de début de cinéphilie, hein, une période où je commençais à regarder beaucoup de films. Et en fait, le truc qui m'avait marqué, c'était vraiment cette relation entre Amy Fickney, je crois que ça s'appelle dans le film, et puis Studer Kelly, pardon, qui avait l'air en fait si vrai. C'est genre, j'ai vraiment l'impression qu'en fait ils tombaient amoureux, et ça j'ai rarement retrouvé ailleurs. Et donc j'ai essayé de confronter un peu cette chose à mon esprit un petit peu plus critique de maintenant. Et force est de constater que en fait ça a pas bougé. C'est vraiment une prestation des deux acteurs qui est très 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 bonne, je pense. Enfin, ça, c'est un peu un truc qui est ressorti partout. Les deux acteurs sont très bons dans leur rôle. Ah oui, moi je suis capable de pas aimer un film et de reconnaître que c'est bien joué. Hein. Oui, très bien, merci Mathieu. Ça, c'est pour être sûr que t'aies bien compris que j'ai pas vraiment aimé. Ouais, je sais. En fait, moi déjà, j'aime beaucoup le personnage de Sutter, en fait, justement par ce côté où c'est pas un beau gosse standard, mais il a ce côté tchatcher, et ça me rappelait le personnage joué par Cooper Hoffman dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson cette année, qui a aussi justement ce côté beau parleur et tout ça, qui est Licorice Pizza, un film que j'ai aussi beaucoup aimé, mais j'ai pas le temps d'en parler. En fait, j'admire vraiment les performances de tout le cast. J'ai parlé de quelques gens du cast avant, mais il y a aussi Jennifer Jason Leigh qui est très 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 bien là-dedans, qui joue la mère de Sutter qu'on voit très très peu. Et d'ailleurs, ils ont réussi à la forcer à jouer en disant que Julianne Moore voulait le rôle, et ça me fait très très... Alors que Julianne Moore, elle a jamais rien demandé. Ah oui, j'ai vu cette anecdote. Mais c'est peut-être bien pour Julianne Moore de pas avoir joué là-dedans. Ah, mais c'était chiant, mec. C'est pas fini, ça. En fait, ce que je trouve vraiment cool dans le film, c'est que le film, il conscientise chacun des comportements en fait, des personnages. En fait. Sutter, on se demande ce qu'il veut, parce qu'il est comme ça, il retourne vers le personnage de Brie, il retourne vers le personnage de... Et en fait, on se rend compte à la fin du film que... Et surtout par une phrase dite par le personnage qui s'appelle Marcus, je crois, dans le film, qui est le nouveau copain de Brie Larson, je sais plus comment ça s'appelle dans le film, et qui lui dit t'es pas la blague que tout le monde pense que tu es. Et en fait, on comprend avec le film que le personnage de Sutter lui-même comprend qui il est, et en fait tous les problèmes sont conscientisés, et même le personnage de Amy en fait qui est pudique et tout ça, en fait, on a l'impression qu'elle va jamais faire rien de mal pour Sutter, et puis qui est justement conscientisé dans cette scène de l'accident de voiture. Et donc pour ça, je trouve qu'il est très bon, le film. Après, vu que quand même, je dois faire des critiques au film, parce que le film, il est pas parfait, c'est pas mon film préféré de tous les temps. En fait, je trouve que le film, il fait 1h30, et donc ce 1h30, en fait, il permet pas totalement de creuser dans des choses qu'ils auraient voulu creuser, et je trouve que ça se traduit par, en fait, un peu des personnages stéréotypés. Moi, je pense au personnage de Marcus, qui est donc le copain de Brie Larson, qui représente vraiment ce stéréotype qu'on voit souvent au cinéma, du personnage noir, premier de classe, etc., qui est sportif et tout ça. Et en fait, il est stéréotypé dans son truc. Enfin, le père, comme tu l'as dit, le père, il est stéréotypé comme absent, etc. La mère, elle est stéréotypée comme en mode... comme la relation de la mère, c'est... mais elle me fait du mal, mais en fait, à la fin, tu te rends compte que tout ce qu'elle fait, c'est pour te protéger. Donc, je dis pas que les mères veulent pas te protéger, mais je dis genre... Je pense qu'ils ont eu du mal avec ce truc de 1h30 de rentrer dans toutes les relations, et je pense que c'est un tout petit peu stéréotypé par quelques moments. Après, moi, je trouve le film très très bon, et vraiment, je trouve que c'est... En fait, on en parlait avec mon coloc, et on disait que ce film, en fait, il était tout doux, mais en même temps, il est super dark, parce que ça explore ça explore l'alcoolisme, ça explore les rapports avec le père, ça explore
des années en fait, où t'as pas envie de grandir, et le titre de Spectacular Now, où en fait Sutter a jamais envie de quitter le présent pour aller vers le futur, eh ben, je trouve que pour une période, je pense que ça m'a beaucoup marqué dans cette période-là où, il y a 5 ans, j'avais justement 17-18 ans, où ça m'a beaucoup marqué dans ce truc de vouloir grandir. Tu peux mettre une petite musique petit violon, Léo, s'il te plaît. Parce que là, il y a un moment beau qui est en train de se passer. Mais j'adore ça. J'adore ce film. Même Mais Mathieu, j'en parlerai des heures. J'ai le rhume. Voilà. Si quelqu'un veut en parler avec moi des heures, qui vienne me parler, mais du coup, on doit passer au prochain Peut-être film. en off. Voilà. Et du coup, Marjorie, est-ce que tu peux nous parler de Vivarium? I've never heard such silence. What are we supposed to do? This house is forever. The perfect environment for a young family. Oui, Vivarium, qui est donc le film que je vous ai proposé. D'abord, un petit résumé pour rappeler un petit peu l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'un jeune couple de trentenaires qui désire ardemment s'installer ensemble, vivre ensemble, et donc ils cherchent désespérément un appartement. Et ils finissent dans une espèce de bureau un petit peu étrange, très aseptisé, avec un conseiller qui va les mener dans un lotissement de maisons, mais un lotissement qui semble étrangement vide. Ils vont donc visiter un appartement très plastiquement déroutant, on va dire. C'est-à-dire que rien ne dépasse, tout est très carton-pâte. Vous verrez que c'est une impression qui va vraiment perdurer pendant tout le film. Et donc, quand ils vont visiter cet appartement, mais catastrophe, ils perdent de vue le conseiller qui les a précisément amenés dans ce lotissement. Et quand ils vont essayer d'en sortir, ils en sont incapables, revenant inlassablement au même endroit. Ils vont prendre la voiture, essayer de trouver un chemin, et que des impasses dans cette espèce de lotissement gigantesque de maisons, labyrinthique et complètement vide. Et en plus de ça, ils vont devoir donc essayer de vivre dans cet espace tout nouveau, et semblent être pris au piège pendant une longue période de temps. En plus de ça, ils vont recevoir un carton contenant un enfant et avec lequel ils ont l'obligation de s'occuper. Et donc, on va suivre ce couple qui contre leur gré, vont devoir élever un enfant et un petit peu s'approprier cette maternité qu'ils n'ont pas forcément envie, surtout au niveau du personnage féminin, que je trouve vraiment très intéressant. J'ai pas envie de plus résumer que ça, alors qu'il y aurait encore plein de choses à dire, mais j'ai envie de laisser un peu de mystère et surtout de savoir vos avis, les ozos. Est-ce que tu peux nous parler un peu du réel, en fait? Ah, tu veux déjà que je... Ah, mais s'il te Tu plaît, veux un petit déjà peu que je parle de... Moi, je voulais mettre un peu de mystère, un peu de tension. On peut le laisser là, Si tu veux, je le fais. Hein. Moi, j'avais non. un bout ici dessus. D'accord, donc, je peux introduire un petit peu. Merci. En parlant du film plus généralement. Donc, c'est une production irlandaise, un réalisateur irlandais, mais plus précisément une production irlandaise, danoise et allemande. Je suis plus sûre de mon information. Je crois que c'est ça. Et belge. Parfait. En plus. Et rebonjour, c'est encore moi, c'est Léo, cette fois-ci pas pour annoncer une partie spoiler, mais simplement pour corriger une information erronée que Marjorie vient de dire sur Vivarium. En effet, ce film est une production irlandaise, danoise et belge, mais pas du tout allemande. Ça nous étonne vraiment pas de Marjorie de voir des drapeaux allemands un peu partout, surtout là où il n'y en a pas. C'était Léo du futur et je vous souhaite une bonne suite d'écoute. Donc déjà, je trouvais intéressant de choisir un film qui n'est pas une production forcément américaine. Toi, tu as eu un film québécois que tu nous as présenté, Mathieu. Un film américain, Seb. Bon, voilà, Je suis très mainstream. Un petit peu, ouais. Je trouve pas assez autoriste. Je suis très mainstream. Et justement, je trouve ça intéressant, et je pense, vous allez peut-être en parler plus tard, mais il y a certains choix du film qui font très indé, et peut-être s'il avait été fait par un gros studio américain, la fin ne serait peut-être sans doute pas la même. C'est le deuxième long métrage de ce réalisateur, qui avait fait avant plusieurs courts métrages, et notamment un autre long métrage, enfin son tout premier, Without Name, sorti en 2016. Et donc le film Vivarium est un film de science-fiction horrifique où on peut voir se déployer le jeu d'acteur de Jesse Eisenberg et Imogen Poots, j'espère ne pas écorcher son nom. Si. Il y a moyen. Je crois que c'est Imogen. Je crois que c'est Imogen. Imogen. Il me semble que ouais. Ah, t'as raison, c'est Imogen. Mais oui. Ouais. Imogen Poots. Pourquoi je dis Imogen? Bon, ok, Imogen Poots. Je vais pas faire de commentaires, mais elle est très belle et son nom l'est un peu moins. La balle perdue. C'est fait. Bref. Et le film est sorti en 2020, à l'aube du confinement. Il a traversé plusieurs festivals avant en 2019, mais 2020 sorti en salle. Et malheureusement, il ne bénéficie pas d'un grand écho public. Très peu de personnes l'ont vu en salle, puisque juste après, il y a eu fermeture des salles de cinéma. Donc moi, je l'ai découvert en streaming et j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est pour ça que je vous le propose. Quels sont donc vos avis, chers amis? Alors, je vais
commencer si ça te va. Bah, commence, Mathieu. Je n'ai pas du tout laissé le choix, je suis désolé. Mais, non, mais t'inquiète. Mais voilà. Je réalise juste quelque chose, je n'ai pas dit le nom du réalisateur. Non, effectivement, c'est vrai. Son prénom. C'est vrai, on en a parlé, mais... On a sa bio, le nombre de gamins, s'il a des frères et sœurs, mais on ne sait pas son... Ouais. Il est de confession catholique. Lorcan Finnegan, et j'espère là aussi ne pas accrocher son nom. Ça me paraît plus juste. Ouais, là, tu peux difficilement te tromper. Donc ouais, comme tu disais, il y a 2 acteurs principaux qui sont Jesse Eisenberg et Imogen Poots, qui sont 2 acteurs, l'un américain... Il vient de dire Imogen. Hein. Et je viens de dire Imogen. Imogen. Voilà. Et donc, messieurs, dames, Eisenberg et Poots, qui sont respectivement américains pour lui et anglaises pour elle, et qui sont effectivement 2 excellents acteurs de leur génération. C'est un des points principaux positifs du film, c'est que les 2 jouent à la perfection. D'ailleurs, il me semble qu'elle avait été recrutée pour le rôle et que c'est elle qui a proposé le rôle à Jesse Eisenberg. Et lui trouvait très intéressant d'avoir un rôle féminin fort dans un couple plus en avant que le mari. Et le fait que ce soit une femme qui lui propose le rôle, lui, il l'a fait accepter aussi. Donc, il y avait de base une bonne alchimie entre les 2 et le couple marche très très bien. L'avantage aussi de ce film, c'est que, donc, comme tu disais un petit peu sans rentrer trop dans le détail, on est rapidement dans une espèce de cauchemar un peu d'enfermement, on est coincé dans cette banlieue un petit peu qu'ils ne peuvent pas quitter. Et ça arrive très rapidement dans le film. C'est-à-dire que je crois qu'en même pas 15 minutes, on a déjà le plot qui est posé, ils sont déjà dans leur quartier, ils sont déjà coincés. Ouais, ça super vite. Et ça, c'est super bien, vraiment, parce que... Très peu de séquences d'exposition. Ouais. Exactement, en fait. Il y a plein de films qui auraient mis 35 minutes à poser leur intrigue, et là, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment un des points les plus appréciables. Le bébé arrive très très vite aussi, et même toutes les idées qu'on pourrait avoir en voyant le film, ou que eux auraient pu avoir dans le film, sont exploitées très vite. C'est-à-dire que très vite, ils prennent la voiture, très vite, ils essayent de casser la maison, ils la brûlent, très vite, ils mettent des messages, très vite, ils essayent d'autres maisons. Enfin, tout est expédié très rapidement, ce qui fait qu'on passe toute l'évidence d'abord pour vraiment se laisser déployer un film. Et son scénario derrière, en fait. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a passé toutes ces idées-là, il y en a pas beaucoup d'autres derrière. Et c'est un peu le problème, c'est que je me retrouve dans une position où c'est quand même un film que j'ai encore moins aimé que Spectacular Now, ce qui est dommage. Oh, et je l'ai moins aimé pour un truc tout simple, c'est qu'en fait, il m'a déçu. C'est pas que c'était mauvais, c'est qu'en fait, ça aurait pu être tellement mieux que vraiment j'étais déçu à la fin. Dans le sens où la réalisation, elle suit pas la folie ambiante qui est en train gentiment de s'installer, c'est-à-dire qu'on a une réalisation qui est assez plate, plus ou moins tout le long. On a, comme tu disais, une coproduction de multiples pays européens, ce qui peut être très cool. Et là, en l'occurrence, qui trahit un manque de budget assez énorme. Parce qu'en fait, c'est en partie une coproduction belge, parce que la Belgique fait des avantages fiscaux pour tout ce qui est traitement du numérique, notamment avec ses équipes, qui ont de très bonnes équipes de numérique, mais beaucoup de gens vont tourner là-bas justement pour avoir des avantages. Et c'est le cas de ce film. Il y a un trou dans le film qui est montré sous 2 angles, c'est-à-dire de dehors du trou ou au fond du trou. Et le dehors du trou, il est tourné à Londres et le fond du trou, il est tourné à Bruxelles. Ça se ressent un petit peu. C'est pas que ça se ressent, c'est vraiment qu'ils ont pas de thunes là. Et c'est un peu le souci, c'est que c'est fait avec 3 bouts de ficelle pour des avantages fiscaux et c'est un peu le truc que je trouve dommage. Mais si je peux me permettre, je trouve que ça colle bien avec cette ambiance très plastique, très fake de toutes ces maisons resserrées entre elles. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup je l'esthétique. trouve que ça marche, le fait qu'il n'y ait pas de budget. Je ne sais pas comment expliquer. J'attends pas des grands décors grandiloquents. Mais ça marche et ça marche pas, dans le sens où quand tu es en plan moyen ou en gros plan, tu sens que le décor, il n'a pas effectivement beaucoup de moyens, mais ça marche très bien parce qu'il y a un côté très plastique. Par contre, quand la caméra commence à prendre du recul et que tu vois le quartier, là, tu sens qu'ils n'ont pas de thunes, mais que c'est du numérique. Et du numérique où il n'y a pas de thunes, des fois, vaut mieux mettre du carton. C'est vrai, mais il faut pouvoir passer au-dessus et donc au cœur du film, tu vois. Ouais, eux aussi, ils aimeraient passer au-dessus du film, mais ils n'y arrivent pas. Et donc, en fait, c'est le principal problème du film. C'est même pas tellement son budget, c'est son scénario. Le souci, c'est que c'est un film qui se croit extrêmement malin et en fait, qui l'est pas autant que ce qu'il pense. Et c'est un peu le souci, parce que du coup, ça en fait un film qui est pas humble. Ça en fait un film. Nolan. Comment ? Il nous fait un peu une Nolan. Il nous fait une Nolan dans Dunkerque, en tout cas, ça c'est clair. Ouais. Ah, gars. Ouais, j'ai pris une montre et puis je l'ai mis en timer. Non, en fait, c'est un peu le souci. Et du coup, le manque de budget et le scénario se recoupent gentiment, dans le sens où la fin, qu'on va pas spoiler, mais où voilà, il soulève un truc et voilà, il y a une espèce d'engouffré un peu visuel avec plein de couleurs. Ça, tu sens que en fait, le dernier tiers du film, ils l'ont avoué, aurait dû se passer entièrement dans cet endroit-là, et ils avaient pas de thunes. Donc en fait, je pense que c'est un super film avorté.
et qu'il nous reste un fœtus. Et C'est une belle métaphore utilisée bah ouais, pour le thème ouais, du film. Oui. ouais. Et les fœtus, t'es obligé de les nommer au niveau légal. Bah du coup là, on l'a nommé vivarium, mais du coup c'est un peu dommage. Oh là là. C'est un peu dommage. Non, mais le souci il vient de là principalement, parce que les acteurs sont super. Je pense que le réal, il a vraiment une bonne volonté. Il travaille avec le même scénariste depuis les courts-métrages, pour son premier film que j'ai pas vu, pour les suivants là qui sont à venir. Le personnage qui joue l'enfant, puis après l'adulte, c'est 2 acteurs différents évidemment, sont incroyables. Ils sont insupportables, mais ils sont incroyables. Et sinon, on se retrouve un peu dans une espèce de sous-version de Ballard, l'auteur anglais qui critiquait déjà les banlieues, une espèce de Black Mirror un petit peu entre deux, sur 1h30, qui est un peu trop long ou un peu trop court, on sait pas trop. C'est un concept qui s'étire un peu, mais ça marche bien. Et moi, ma principale interrogation, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis un coup de pelle à ce gamin plus tôt, quoi, parce que vraiment, Il aurait survécu, hein. Il est surnaturel, ce gamin. Ouais, mais ça, tu le sais quand t'as cogné dessus, mais avant, tu le sais pas, quoi. Il est insup, ce gosse. Mais il joue vachement bien, mais il est insup. Il est incroyable. Seb, j'espère que t'es un peu plus élogieux. Alors, en fait, je suis un peu mitigé avec ce film. Ah mince. En fait, pourquoi mince? Je m'en fous si vous l'avez pas aimé. Moi, je l'aime bien. Voilà. En fait, moi, je pense que le film, il est vraiment découpé en 3 parties. Donc, t'as la partie avant le gosse, la partie avec le gosse en bas âge, et la partie dès que le gosse devient adulte. Et en fait, j'ai trouvé que la seule partie qui m'a vraiment apporté vraiment du divertissement, c'était la deuxième partie. Parce qu'en fait, la première partie, je la trouve très, très convenue. En fait, vu le titre du film, j'avais pas vu une bande-annonce ou quoi que ce soit, mais vu le titre du film et à quel point il est chelou, cet agent immobilier, on sait ce qui va se passer. Genre vraiment, il n'y avait pas de débat sur ce qui allait se passer. Donc ça, ok, mais elle passe. Franchement, pour mettre un peu en place, ça passe. Le gosse, la partie du gosse est très très bien. Et en fait, il y a même très très bien. Ok, la partie du gosse est bien. Et j'aime beaucoup comment elle introduit en fait avec ce plan où il y a Jesse Eisenberg et c'est déjà quoi son nom? Imogen Poots. Imogen Poots. Et non, Poots. Imogen Poots. T'as réécorché son nom. On l'a tué, la pauvre. Imogen, on s'excuse si tu nous écoutes. Voilà. Donc, qui tire un doigt d'honneur aux gosses et en fait qui les imite et qui est une partie qui est un plan que je trouve hilarant, vraiment décalé. Et puis aussi, je crois que ça commence avec je crois qu'on appelle ça un God's Eye View, c'est juste dès que ça commence un plan du ciel. God's Eye View, est-ce qu'on explique juste ce que ça veut dire? Oui, tout à fait. C'est un plan zénital. C'est ça ce dont tu parles, hein. Alors c'est encore pire, je pense. C'est encore moins digeste de dire un plan zénital. En fait, c'est un plan d'en haut. En fait, la caméra est en haut et filme vers le bas. Voilà. Randomovie, l'émission pour toutes les classes. Voilà, exactement. Du coup, on sait où ça va. Mais c'est pas très grave. Et après, je t'ai trouvé quelques actions connes, genre. Mais ça, c'est pas un souci. Non, vas-y, développe. Ok, je te coupe juste. Le début ne sert en fait principalement qu'à mettre cette métaphore sur l'oiseau du plan d'ouverture. D'ailleurs, je reviendrai sur l'oiseau dans une partie un petit peu plus spoil. Mais du coup, cette première partie, je la trouve convenue, pas horrible, plutôt bien. Mais ouais. Ensuite, la deuxième partie que je trouve vraiment divertissante, vraiment cool, parce qu'en fait, le gosse, il est effrayant. Et je trouve vraiment, vraiment cool toute cette imaginaire et tout ça. Et la troisième partie, j'ai rien bité. Et je me suis demandé, en fait, si j'étais con. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de critiques sur Internet qui disaient « Oui, mais avec les Marvel qu'on vous propose, vous êtes trop habitués à qu'on vous présente tout et tout. » Et je me suis dit « Mais il y a peut-être un juste milieu à trouver entre on t'explique tout et on te fout dans des égouts et tu ressors peut-être tout traumatisé. » J'étais sûr d'être con, quoi. Voilà. Donc, je vais revenir un peu plus précisément. Moi, j'aime beaucoup en fait l'esthétique du film. On en a un peu parlé, cette esthétique très lisse. Ça me rappelle Truman Show, ça me rappelle Cyberpunk. En fait, c'est très cool. Moi, je pense que vraiment la critique principale que j'ai à faire à ce film, en fait, c'est qu'il ne sait pas dans quel genre il se trouve. Et je trouve pas que l'hybridité, en général, c'est un mauvais truc, c'est même plutôt un beau truc. Mais en fait, là, on a un film d'horreur qui fait absolument pas peur. C'est peut-être passé par un film d'horreur. Oui, non, mais genre, je sais pas où il est. C'est un film d'horreur qui fait pas peur, c'est un film de science-fiction qui s'appuie pas sur ces créatures, et puis c'est un film à énigme où il n'y a pas de résolution. Et c'est surtout une satire qui est un peu vite expédiée et visible, quoi, disons. Ouais, mais en même temps, moi, je suis pour justement cette satire un peu de ce qu'on appelle les suburbs, qui sont un peu les beaux quartiers américains. Et justement, ce film s'inscrit vraiment là-dedans, où ça va même taper dans la famille des beaux quartiers, en fait. Et je trouve quand même que le couple, il respecte vraiment les stéréotypes de genre. On a la femme qui s'occupe de l'enfant, qui a ces moments où justement... Mais il questionne ça, justement. Justement, je sais pas. Alors ça, c'est ce que je me suis posé. J'ai l'impression que ça rentre dans cette métaphore. Et puis, Jesse Eisenberg qui creuse un trou
pourquoi il creuse un Est-ce trou. que c'est pas un peu la métaphore de l'homme moderne qui creuserait son propre trou et qui trouverait sa mort? Merci, Non, mais par Mathieu. contre, non, mais j'ai pas spoilé. Mais du coup, C'est un peu trop tard là. en vrai, il a juste à s'ouvrir une bière en rentrant du taf et vraiment, on a Oui, il a juste à s'ouvrir les veines en rentrant du film. Hein. Ah putain, Mathieu, t'es lourd, t'es lourd. Mais du coup, j'ai bien aimé du coup que ça tape justement sur cette famille parfaite. Je sais pas si ce stéréotype de genre il rentre dans la métaphore. Je l'accepte tel quel. Mais il y a clairement pas tout acheté. J'ai déjà parlé des quelques scènes, mais je trouve en fait le film raté. On en a parlé un peu des problèmes de budget, etc. Je trouve juste qu'il arrive pas à s'inscrire dans ce qu'il aimerait faire. Il a pas l'ambition de ce qu'il veut faire. Et puis en fait, est-ce que Léo, tu peux mettre le timecode? Mais bien sûr, mon cher Seb. Alors du coup, exactement le même fonctionnement que tout à l'heure. Si vous voulez éviter de vous faire spoiler, vous pouvez directement sauter à 1h, 2 minutes et 41 secondes. Et sinon, restez parmi nous. Parce qu'en fait, j'ai envie de parler d'un truc. Donc là, on est dans la zone spoil. Là. J'ai envie de parler d'un truc, cette métaphore du coucou. Alors, c'est très très bien. Si vous savez pas, un coucou, ça va dans le nid d'un autre oiseau, ça le dégage et ça se nourrit de la mer. Et en fait, moi, je me suis dit à un moment, dès qu'on arrivait vers la fin du film. Ça se nourrit via la mer. Hein. Il nourrit via la mer, oui, pardon. La mer, hein. La mer des oiseaux nourrit le coucou. Et je me suis dit à un moment, ok, ça représente un peu ces créatures un peu aliens qui vont prendre le contrôle de la planète. Mais la fin, c'est ce gosse qui vient juste remplacer l'agent immobilier qui a claqué. Mais c'est quoi là? Il tient combien de temps cet agent immobilier? Vraiment, on sait pas trop combien de temps ça dure le film, mais vu que le gosse en 98 jours, c'est un enfant de 7 ans, je me dis que ça dure pas si longtemps cette période du son intérieur. Et vraiment, il vient juste le remplacer. En fait, la métaphore, elle perd tout son truc parce que il a vraiment juste remplacé celui qui les avait pris. Donc, ils sont pas du tout en train d'écarter la race humaine, ils sont juste en train d'attirer quelques couples un peu con-con, quoi. Genre. Ils n'ont pas l'ambition d'écarter la race humaine. Mais la métaphore du coucou, elle te fait penser à ça. La métaphore du coucou, c'est écarter les autres oiseaux du nid pour se faire nourrir. Je pense que c'est plutôt une métaphore où ces espèces d'aliens plutôt apparemment batraciens prennent le contrôle des corps humains, les vieillissent beaucoup plus vite, puisque le gamin effectivement vieillit beaucoup plus vite, et meurt beaucoup plus vite, c'est pour ça qu'ils se remplacent, dans le but de faire, entre guillemets, élever leurs gosses par des familles humaines. C'est un peu ça l'idée. C'est chelou. Et en fait, ils sont. Ah ouais, ok, je vois là le coucou, Oui, oui. mais le coucou, il est censé dégager l'humain. Enfin, il est censé. Il l'utilise. Alors Il peut-être que j'ai mal l'utilise. compris cette Le métaphore. couple meurt, il dégage finalement. Ouais, j'ai mal compris cette métaphore, mais ouais. Du coup, mais aussi, voilà, maintenant qu'on est dans la zone spoil, pourquoi Jesse Eisenberg creuse un trou, à part pour creuser sa propre tombe? Mais c'est ça justement, c'est toute l'ironie. Ils creusent un trou en s'imaginant, et c'est parce que ils ont essayé de passer au-dessus des toits, ils voient des toits à perte de vue. Ils essayent tous les chemins possibles avec la voiture ou essaient de s'échapper. Donc à pied, que ce soit en passant, même en faisant une ligne droite, ils reviennent à leur point de départ. Donc moi, je l'ai interprété de la manière suivante, c'est-à-dire que il se dit, je vais creuser. Peut-être qu'à un moment donné, je vais créer un tunnel, j'en sais rien. Tu sais, ils deviennent aussi un peu fous par cet enfermement. Et l'ironie du film, c'est que pendant toute une longue partie, tu le vois creuser un trou, tu sais pas pourquoi est-ce qu'il est obsédé par ça, mais personnellement, j'accepte ce postulat parce que je me dis, il est en train de vriller. Et là, toute l'ironie, c'est qu'en fait, il est en train de creuser son propre cercueil, sa propre tombe. Et c'est là-dedans qu'on l'enterre. Donc, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et justement, ce petit clin d'œil vachement noir en fait, depuis le début, c'est clairement pas une issue, c'est la destination à sa mort. Moi, j'ai eu deux petits trucs à... Attends, peut-être qu'on pourrait... c'est du spoil ou pas? Parce que ça dure là, Ouais, 2 petites secondes. Enfin, c'est du semi-spoil, mais disons, je trouve aussi qu'il y avait une sous-métaphore qui était intéressante, c'est le couple qui ne veut pas de gamin, qui se retrouve avec un gamin sur les bras. C'est exactement ça. Que je trouve intéressant. Et je voulais juste avoir votre avis sur la banlieue en elle-même. Si on accepte le postulat des aliens, ce que vous voulez, ça explique pas quand même cet endroit spatio-temporel coincé sur lui-même? C'est quoi? On les a foutus dans une espèce de bulle, dans un... Alors je propose que ça, on la repasse dans la partie non-spoil, parce que c'est clairement pas des spoils, et je pense qu'il y a plein de gens qui seraient... Sortons des spoilers à partir de maintenant. Sortons des spoilers. Et ça me permet juste de dire, moi, je n'irais pas plaquer une explication aussi réaliste que ça. C'est un peu comme... je vais faire un parallèle qui va pas plaire à tout le monde, mais comme Mother ou comme ces films-là, on essaye de les interpréter de façon réaliste. En fait, ils sont pas du tout sur ce plan-là. Moi, j'irais pas. Modern n'est pas intégré dans une société comme la nôtre. Tu vois, alors, les gens qui n'étaient pas dans la partie spoil ne savent pas de quoi on parle. En fait, on parle. Mathieu, tu peux répéter de quoi on parlait? Moi, je me posais la question, une fois qu'on a le plot du film en lui-même, qu'est-ce qu'est la banlieue en elle-même, dans le sens où est-ce que c'est une espèce d'environnement spatio-temporel fermé sur lui-même? Est-ce qu'il y a une autre explication? Est-ce qu'ils sont fous? Parce que avant, on les voit dans un monde réel, entre guillemets.
Contrairement à ce que tu disais pour Mother, où depuis le début, ils sont isolés. Donc on pourrait se dire, ok, c'est une espèce de microcosme un peu isolé. Mais là, on les voit évoluer dans une école. Au Ouais, ça départ. m'a posé problème. Honnêtement, ça va. Ils sont Genre, profs et jardiniers dans une école. Et ils débarquent d'un suburb, ils ne peuvent plus en partir. Donc est-ce qu'ils ont passé une espèce de bulle générale alien? Est-ce qu'ils sont fous? C'est d'ailleurs une Est-ce que- critique qui a pas mal été adressée. Le film est, selon pas mal de personnes et de critiques presse, trop conceptuel. Et je peux tout à fait comprendre ça, que d'un coup, on est immergé dans un concept où même le ciel est fake, même les nuages sont faux. Tout est... C'est pas enfin, juste le budget, ça? non, Non, mais ils en le- parlent des nuages. dans le... Oui, mais le réalisateur Ouais. s'est inspiré de tableaux de Magritte. Et ces nuages-là se retrouvent aussi. Donc il y a toute une inspiration iconographique là. Mais moi, cette espèce d'immersion dans un concept, ça m'a pas dérangé. Même si on a vu une réalité totalement plausible au début, j'ai accepté le postulat du film. Mais c'est vrai que ça peut tout à fait Parce qu'ils s'y rester de conduisent au marbre. début. Genre, c'est Imogen Poots là qui conduit au début, donc elle va vers quelque part. Enfin, c'est pas en mode ils sont téléportés dans une autre galaxie. C'est ça qui me posait un peu problème. Ouais, on a un peu l'impression ils passent le panneau de présentation de la banlieue et ils sont bloqués dans le truc, mais dans l'autre sens, ils ne peuvent pas le repasser et ils le voient même jamais, tu vois. Mais Parce que moi, je le vois comme cette espèce de métaphore, ils sont tombés dans un piège dont ils ne peuvent pas ressortir et on va leur imposer quelque chose dont ils n'ont pas envie. Surtout Imogen Poots, là, je redis son nom parce que j'aime quand même bien dire son nom au final. Imogen Poots. Le personnage de Gemma n'a pas plus envie que ça de cette maternité, voire même pas du tout. Et I'm not your fucking mother. elle va haïr profondément ce gamin et moi je trouve ça très fort. Enfin voilà, et je comprends votre réticence par rapport à la longueur du film parce que j'ai ressenti ça au premier visionnage. Je me suis fait un petit peu chier, je vous avoue. C'est un peu paradoxal vu que je vous propose ce film-là de Ouais, dire c'est que gentil le de ta part. premier visionnage, je me suis ennuyée, mais parce que j'attendais des réponses. Et c'est ça qui m'a fait trouver le film long, parce que je voulais trouver des réponses à toutes les questions que je me posais. Et c'est au deuxième visionnage que j'ai vraiment apprécié, parce que sachant la fin, ça m'a permis de beaucoup plus apprécier la mise en scène, que je trouve quand même présente. Ça dit qu'elle était plate, mais moi je trouve que... Non, la réal et la mise en scène, je trouve elle est admirable. C'est pas le problème Ah principal. non, mais Mathieu a dit qu'elle était un petit Oui, peu... mais Mathieu, c'est un vieux con. Ah oui, c'est vrai, de 97 ans. Oui. Mais c'est pas la question, c'est juste que j'aurais peut-être plus apprécié la réal si, à mesure que le film s'emballe, la réal s'emballe aussi. En fait, là, la réal, elle c'est pas qu'elle est plate, c'est qu'elle est la même tout le long. Alors qu'à la fin, il y a quand même des scènes de folie pure où la caméra peut pas juste être en train de filmer quasiment en plan fixe avec un vieux filtre couleur dessus. Mais moi, je trouve ça cool que la réal elle change pas parce que ça représente un peu justement ces quartiers. C'est une réal lisse à l'exemple de la maison. Et elle bouge pas et ça devient de plus en plus bizarre parce que le gosse, il grandit, il fait 1m50 en 98 jours. Mais ça, c'est pas le problème que je... Moi, je pense que la réal, elle est... Ouais, ok, ils ont manqué de budget à la fin. mais c'est voilà. pas parce que ton film est une métaphore que ta mise en scène doit être plate. Tu vois ce que je veux dire? Elle est pas plate. Elle est lisse, mais Elle est lisse de manière aseptisée. artificielle. Ouais, genre, Ouais, Je artificielle. suis sûr comme... que lisse et plat, ça peut être des synonymes sur le Non, regard. non, parce que plat, c'est directement connoté, tu vois. Alors que lisse, c'est genre, les maisons sont lisses et tout. Et la réelle, il y a un vrai truc derrière. Je pense que la réelle, elle est vraiment bonne. C'est une mise en scène un peu épurée, un petit peu comme dans Incendie, finalement, Mathieu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a effectivement rien à voir. Je viens de faire un lien qui n'a aucun sens, c'était juste pour t'attaquer. Mais c'est beau, c'est beau. Non, mais d'accord, mais merci pour vos avis en tout cas. Mais je vois tout à fait ce que vous reprochez. Mais va savoir pourquoi c'est un film qui me parle particulièrement. Peut-être parce que je nourris un peu les mêmes peurs que le personnage principal, je ne sais pas. Mais je trouve ce film particulièrement angoissant, étant un petit peu claustrophobe sur les bords aussi. Je trouve les maisons, on a l'impression qu'elles sont très hautes. Je ne sais pas si vous avez senti aussi ça, mais elles sont très hautes et resserrées. Il y a aucun air qui passe dans ce lotissement. Il y a vraiment ce sentiment d'être étouffé. Donc chez moi, en tout cas, ça a très bien fonctionné. Bon, moi, ça m'a évoqué des films que je n'ai pas vus et que je demande si c'est les bonnes idées que je les vois. Donc, je vais vous poser la question. Moi, ça m'a évoqué Bienvenue à Suburbicon, le film de George Clooney, un peu avec ses côtés, ses suburbs. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Quelqu'un l'a vu? C'est beaucoup plus J'ai terre à beaucoup terre, aimé, ouais. mais C'est sympa. très Cohen. C'est très Cohen. Hein. C'est très Ouais. inspiré des frères Cohen. C'est scénarisé Ok. par les frères Cohen en même temps. Oui, mais même dans la réal de George Clooney, enfin, Et moi, j'ai un Cohen. souvenir de une ou deux scènes qui vraiment, j'en ai un très bon souvenir. Et sinon, quelque chose d'assez plat, mais je sais pas si c'était volontaire. Mais Moi, je pense qu'il se rate un peu. est-ce qu'il que part George sur un- Clooney comme réal ne se rate pas quasiment à chaque fois de toute façon? Arrête-toi. Comme acteur aussi, finalement. Oh, Ah. Descendante. Deuxième facette chez Marjorie, je suis pas le seul. Descendante, c'était bien. Gravity, c'était cool aussi. Descendante, j'ai pas vu. Gravity? J'ai bien aimé. Ouais, mais c'est pas lui, donc c'est cool. Non, merde, pas Gravity, l'autre avec Sandra Bullock. Alors, si jamais vous trouvez que ça Gravity, s'essouffle, c'est je toujours peux- pas de lui. Si vous trouvez que ce débat Qui joue. s'essouffle, je peux tout à fait lancer le débat sur Denzel Washington et là on les perd. Non, définitivement. on va pas faire ça. Non, mais Gravity, c'est Alphonse Cuarón. Oui, mais c'est George Clooney l'acteur.
C'est ce que je veux dire. Oui, c'est pas ce que je dis. Mais comme réal, il est nul. Ok. Ouais, il a parlé d'acteur. Pardon. Voilà, Mais on ça s'est m'a- perdu. Ça m'évoquait un deuxième film qui vient de sortir et je crois que j'ai un peu ton avis déjà, Mathieu, dessus. Mais Don't Worry Darling, j'ai l'impression que c'est un peu la même veine. Est-ce que je me trompe? Alors, je crois que je suis le seul des trois à l'avoir vu. Oui, Don't Worry Darling. Est-ce qu'il faut que j'aille le voir, moi? Je me rappelle plus si t'as un abonnement au cinéma, mais sinon, mais pas 20 balles. Ça marche. Et si tu as un abonnement, écoute, oui, c'est intéressant à voir. Ok, L'esthétique est cool, ça n'a rien à voir en soi. ça n'a Vraiment. rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'esthétique est cool, ça joue pas trop mal. Il y a Florence Pugh qui est super, il y a Harry Styles qui Florence est. Pugh. Florence Pugh. C'est pire qu'Imogen Pooh. Oui, vraiment. C'est Florence Pugh. Exactement. T'as l'impression que tu vas skier avec des connards, quoi. Ah, il y a de Ah, la ok. Florence Pugh. C'est vrai. Et Harry Styles est bon, mais Harry Styles est bon la moitié du film. Et ma théorie, c'est que à la deuxième moitié du tournage, il sortait déjà avec Olivia Wilde et elle a pas osé lui dire qu'il savait pas jouer. Donc, mais je sais pas dans quel ordre ils l'ont tourné parce qu'il est nul au début, mais il est bon à la fin. C'est bizarre. Mais elle est super. Et non, le film est beau. Après, le film est con. Mais ça arrive au meilleur. Mais ouais. Un peu comme Vivarium au final. Ah non, c'est moche et con. Non, parce que Vivarium, il il y est a pas quand même de con. l'idée. Il y a de Il est l'idée, pas con. Vivarium. Ah, bon. C'est mal exécuté, mais il y a de l'idée. Je pense vraiment que Don't Worry Darling, c'est vraiment juste bête. Voilà. Ok. C'est vraiment genre, on vivrait pas dans une société. Et We live in a On vivrait pas dans une society. société. ouais. Ok, ça marche, je note. Et merci aussi pour nos auditeurs du coup qui savent s'ils peuvent aller voir ce nouveau film qui est actuellement Je pense Save Don't vraiment qu'ils Worry vont Darling. m'écouter. Ouais. Et Ouais. on en a fini avec ces trois films, Vivarium, Incendie et The Spectacular Now. On espère que vous avez peut-être un avis personnel sur ces films aussi, que vous avez envie de nous partager. Je ne sais pas exactement. Comment? Mais on va trouver vite. Ce sera dans l'épisode 2. Envoyez-nous un pigeon voyageur. Voilà, essayez de exactement. nous communiquer Cassez de la votre gueule à avis. l'Uni, sinon. Voilà. Un mot de la fin, Seb. Bah écoute, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé partager ces moments avec vous. Ah, c'est beau. Et Vous le voyez pas, mais on a des binges. j'ai beaucoup aimé Spectacular Now. Je le répète, j'ai beaucoup aimé ce film. Personnellement, j'ai bien aimé Vivarium. Voilà. Et toi, Mathieu? Il a bien aimé la guerre de sécession. lui. Voilà. Et moi, j'ai plus aimé parler de ces films que de les voir. Ah, c'est Ce qui est intéressant. un bon résumé de la qualité des films que vous m'avez fait voir, mais qui est aussi bâtard. un bon résumé de ce moment qu'on a passé ensemble. Oh, C'est c'est vrai. vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce ne sera pas le seul moment. Il va y avoir d'autres épisodes et donc d'autres films. Exactement. Et je crois qu'on sait tous quels seront les films du prochain épisode. Seb, ce sera quoi le tien? Exactement. Donc, alors, pour vous expliquer un peu, on sait chacun quel est notre film, mais on n'a pas dit aux autres. Et du coup, c'est une surprise. On ne sait pas pour l'épisode suivant, bien évidemment qu'avant d'enregistrer, on sait quel film on doit voir. Hein. Tout à fait. Merci pour cette précision, Mathieu. Je pense que c'était important. Du coup, je vais commencer. Pour le prochain épisode, mon film sera Vanilla Sky de Cameron Crowe. Oh, j'ai Voilà. envie de le voir. Ouais, Merci. oui, voilà. Je ne l'ai pas vu. Mathieu, ce sera quoi ton film? Alors moi, étant donné que Seb est un grand fan de Brad Pitt, Oui. je trouvais intéressant de lui faire voir un Brad Pitt qu'il n'avait probablement pas vu et que je n'ai pas vu non plus. Très bien. Donc, ce sera Cool World de Ralph Bakshi. Je ne connais pas du tout. Est-ce que vous voyez ce que c'est Roger Rabbit? Oui. Oui. Voilà, et ben c'est ça, mais sous exta. Très Parfait. bien. Hâte de découvrir ça. Et toi, Alors moi, Marjorie? je vais vous proposer un film d'un réalisateur que j'aime bien, mais je trouve que je n'ai pas assez vu de film de lui. C'est Quentin Dupieux, notamment un film qui apparemment est très bien de lui, que je n'ai pas vu et que je comptais voir, à savoir Réalité, avec Alain Chabat. Il me le manque, celui-là, c'est super. Tu n'as pas vu non plus, Seb? Non, je l'ai pas vu. Parfait, on va donc chacun découvrir les films des On va autres. tous découvrir des Personne trucs. n'a vu le film des autres. C'est fini pour ce podcast, en tout cas pour ce premier podcast. Merci de nous avoir écoutés et à tout bientôt pour de prochaines aventures des Random Movies. À tout bientôt. Au revoir.